Coucou Emmanuel, ça va? Salut Agathe, ça va et toi? Très bien, très bien. Écoute, je suis ravie de t'avoir sur mon live parce que tu es une des personnes au final, pour laquelle cette émission existe. Je ne sais pas si tu es au courant. Bah écoute, Mais en fait, quand j'avais commencé au tout début, au printemps, mon émission à l'improviste sur les femmes dans le Web3, je t'avais demandé comment tu faisais. Enfin, j'avais vu que tu faisais des lives en fait sur LinkedIn, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était possible de le faire. Et je me souviens de t'avoir envoyé un petit message à une heure pas possible, comme d'habitude, et que tu m'aies répondu pour m'aider à trouver ce que j'utilise là, en l'occurrence StreamYard ou je sais plus quoi. Je te demandais un truc. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bravo pour tout ce que tu fais. Je sais pas si là encore tu fais des lives. alors non, là, j'ai dû mettre une pause là, sur les lives. Je ne sais pas si je reprendrai ou pas. Je les ai arrêtés parce que l'emploi du temps c'est fou. Donc beaucoup de choses. Et du coup, il fallait que je fasse des choix. Donc là, pour le moment, j'ai mis en stand-by du coup les lives, quoi, parce que sinon je dors plus. Mais alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut peut-être dire que tu es très occupé et donc que tu as pas mal de missions. Alors toi, tu as eu une formation dans l'informatique. J'ai vu que tu avais été prof de physique-chimie. Ça explique peut-être cette pédagogie assez incroyable dans tes postes et dans ta façon de nous expliquer à tous les nouveautés de la blockchain, des crypto-monnaies et pourquoi ça nous libère de plein de problématiques. Et tu as été aussi directeur de petites entreprises et aujourd'hui, tu es consultant. Voilà, tu as pas mal de taf, c'est ça? Alors oui, alors pour Ça être marche très bien très ou clair, c'est difficile le bear market quand même? En fait, on continue de bosser, hein. C'est justement dans le bear market que tu vois ceux qui travaillent et puis ceux qui étaient là juste pour la spéculation. Pour préciser, je suis toujours salarié en fait. Je suis chef de projet Ah, informatique. d'accord. Et en fait, je m'étais libéré, je me suis libéré 20% de mon temps pour faire des activités autour de la blockchain, du consulting, etc. Donc j'ai cette petite activité à côté. Je suis gérant aussi de quelques biens immobiliers. J'ai créé un petit jeu de société ludopédagogique aussi que je vends de temps en temps. Donc en fait voilà, j'ai plein de petites choses à droite à gauche. Et ce qui fait que j'ai arrêté mes lives depuis un petit moment, c'est que depuis 3 mois, je fais la formation à l'IRA, du coup Ah, de consultant super. blockchain, donc pour avoir le tampon, hein, la certification, plutôt que de faire que de l'autodidacte. Et voilà, du coup, mon taf, mes enfants, plus la formation à l'IRA, enfin, fait qu'à un moment donné, il fallait que je fasse des choix. Et donc, du coup, j'ai mis les lives en stand-by pour le moment. Mais attends, mais du coup, c'est quand ton examen? Et ben, l'examen est dans une semaine, Agathe. Est-ce que c'est mercredi ou jeudi? Parce que moi, je suis jury, hein. Ben, c'est mercredi. Ah bah, donc, si Ah, t'es zut! bon. Ah! Ah, j'aurais pu te Ah, soudoyer sinon. de toute façon, j'ai beaucoup enfin voilà, je parle beaucoup avec les étudiants de AIRA, surtout sur les projets. Moi, c'est surtout pour ça d'ailleurs que je suis jury, c'est parce que plus que mon expertise Web3, parce que certains, je pense que toi, tu dois peut-être mieux connaître le Web3 que moi. C'est plus parce que j'ai l'approche projet VC en ayant été VC sur les startups et que je peux vous dire si votre projet enfin voilà, il a du sens ou si c'est n'importe quoi. Et je serais ravie de savoir quand même. N'hésite pas à m'envoyer après ton PowerPoint d'examen parce que je serais ravie de savoir ce à quoi tu as pensé, ce que tu as construit avec ton équipe. Ouais, Donc, ça marche. vraiment chouette. Aucun souci. Et Par ben, contre, sur le fait de connaissance Web 3, pardon Agathe, mais je pense que tu es au taquet, hein. Il y a pas, parce que un des, enfin, une chose que j'essaye de faire, c'est vraiment d'avoir une espèce de vue à 360 de tout ça. Du coup, je rentre pas dans le Web 3 vraiment à fond. J'ai comment dire, une affection particulière pour Bitcoin. Donc, je suis pas un maxi. Je reste ouvert à tout ce qui tourne autour de la blockchain. Mais j'aimerais bien que les gens ne fassent pas de confusion entre les deux, entre ce que moi j'appellerais la révolution monétaire et la révolution technologique, qui sont deux révolutions bien distinctes, entre guillemets, même si la révolution monétaire intègre la révolution technologique qui est la blockchain. Mais dans la tête des gens, d'ailleurs, ce terme de crypto-monnaie, moi, je crois qu'il faudrait le bannir, il faudrait l'enlever, enfin, faudrait le dégager parce que dans la tête des gens, crypto, c'est crypto-monnaie. Bah, pour moi, pas du tout, quoi. Donc, alors franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Ça me fait plaisir parce que tu mets les mots sur ce que je disais plutôt en disant, pour moi, il y a Bitcoin et des startups.
Tu vois, je disais souvent ça. Et Bitcoin, c'est la révolution, c'est l'offre de la cryptographie au monde. Tout le monde peut utiliser cette arme désormais. C'est une révolution monétaire, en effet, un petit peu politique même aussi, je pense. Il y a un aspect voilà, anarchiste. Alors que même Ethereum, hein, qui pourtant a quand même aussi une visée à vouloir révolutionner le monde, etc., tous les autres, c'est plutôt des startups qui cherchent à exploiter toutes les technologies qui sont rendues possibles avec ce premier cas d'application de la blockchain, de la cryptographie, à un cas d'usage qui est la monnaie. Et ben en fait, on se rend compte que ça peut fonctionner pour plein d'autres choses, et notamment pour transformer Internet, pour transformer nos relations sur Internet, nos interactions, etc. Et enfin voilà, après, il y a des nuances par rapport à ce que tu as dit, mais je te rejoins totalement là-dessus sur le fait que les gens ont tendance à confondre les deux, quoi, et que c'est un peu agaçant parfois. Oui, il y a une grosse confusion, mais après, c'est aussi, enfin, je pense que c'est le rôle des personnes qui sont là depuis un petit moment ou des gens qui font de la vulgarisation, de bien faire comprendre ça aux gens. J'aime bien ton idée de start-up. Alors, je ne sais pas, quand tu as dit même Ethereum, tu mets Ethereum du côté des startups ou tu mets Ethereum du côté de la révolution monétaire? Ben, je le mets du côté des startups, ouais. Je le mets Oui, du côté des startups, mais disons que par rapport à pas mal de projets qu'on pourrait appeler des shitcoins ou des choses comme ça, il y a pour moi aussi une visée politique qui est beaucoup moins anarchiste, puisqu'il y a un travail auprès des États depuis le début d'Ethereum, mais il y a quand même une volonté de créer des applications, de permettre à tout le monde de pouvoir créer des applications décentralisées. Donc il y a quand même une sorte d'offre décentralisée qui est possible grâce à Ethereum. oui, on peut pas mettre, enfin, on peut pas mettre Ethereum avec tout le reste, ça sans aucun doute. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment ce cadre monnaie, tu vois. Enfin, je le mets à côté parce que les répercussions que ça peut avoir n'ont absolument rien à voir avec ce que peut proposer Ethereum entre guillemets. Parce que je sais pas quelles sont les applis qui seront développées demain, dans quelques années sur Ethereum, mais la révolution monétaire, enfin, faut quand même comprendre que je le dis parfois, c'est sans doute la première fois dans l'humanité que nous avons le choix de prendre une monnaie ou pas. Nous n'avons jamais eu le choix de notre monnaie, en fait. La monnaie, elle est toujours descendue d'en haut pour aller vers le bas. Euh, Actuellement, vous avez la possibilité de prendre une monnaie, alors, une monnaie en devenir, on va parler de ça comme ça, mais je reviens du Sénégal, là, j'ai pu faire mes premiers achats en Bitcoin en Afrique, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, et l'impact sur l'humanité, à mon sens, peut être énorme. Je ne dis pas qu'il l'est aujourd'hui, mais le potentiel de ce truc-là est absolument gigantesque. Et pour le coup, oui, il y a des intérêts politiques, alors anarchistes dans le bon sens du terme, pour moi, là-dessus. C'est voilà, Oui, le fait. c'est pas on rejette tout par terre, c'est juste les concepts sont rediscutés jusqu'à ce qu'on trouve un accord, et puis rediscutables jusqu'à ce que il ne le soit plus, quoi. Enfin, en quelque sorte, c'est la possibilité de créer aussi peut-être plusieurs communautés de valeurs, etc. Mais en dehors de ce qui nous est imposé par les États. Là-dessus, il y a quelque chose que ça me fait rigoler, parce que hier, je parlais avec quelqu'un hier soir assez tard, hein, qui me disait mais c'est quoi l'intérêt de votre monnaie si personne ne comprend comment on l'utilise et tout, enfin voilà. Et moi je lui ai répondu, écoute, c'est pas une monnaie où il y a un roi qui arrive et qui pose qui impose son pouvoir et qui te dit bon bah ça vaut 20 balles. Donc forcément, ça va pas prendre 10 minutes, quoi. ça va pas se faire en 10 minutes. Bitcoin évolue et ça prend du temps pour l'adoption. Ça va mettre des plombes. Je sais pas. J'ai jamais Alors, pensé qu'on irait à 1 million. Et puis, enfin, je m'en fiche un petit peu de la valeur, mais ça pourrait représenter son adoption, disons. Bitcoin à 1 million, c'est pas demain la veille, les gars, hein. non, clairement pas. Par contre, le fait que ça va prendre des plombes, je suis plus sceptique là-dessus. J'ai regardé, j'ai fait un post il y a quelques temps sur une étude Statista qui montre 56 pays, le taux d'adoption de Bitcoin et crypto sur 56 pays. La France est dernière. Nous sommes les bons derniers, hein. Les Français, on est C'est fou. vraiment. Ah oui, oui, on est à 8%, mais on est dernier, quoi.
Donc, ça s'explique par plein de choses, hein, le manque de culture d'éducation financière, etc. Voilà, le fait qu'on ne cherche pas trop dans les investissements et compagnie. Si une monnaie se casse la figure, et ça peut aller très vite, tu sais, c'est un peu, c'est des phénomènes qui vont doucement, et puis au moment où il y a vraiment une perte de confiance, enfin, ça peut être violent, quoi. Du coup, la chute de la monnaie. Bah, dans ces pays-là, dans les pays où la monnaie elle est en train de se casser la figure, la Turquie par exemple, le Nigeria. Le Liban aussi peut-être. Il y a plein. En fait, dès que ta monnaie est en difficulté, tu vois, ça devient très très rapide. Et là, enfin, je dis souvent, faut pas regarder cette révolution-là de l'œil du petit Français ou du petit occidental. Il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça et regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, Au Sénégal, le mobile money, par exemple, est utilisé quasiment tout le temps. Tu vois, c'est leur moyen. Ils n'ont pas de carte bancaire quasiment, quoi. Il n'y a pas de compte bancaire. Ils ne sont pas beaucoup bancarisés. Ils payent en crédit, consommation de SMS et d'appels, c'est ça? Ouais, du coup, ils scannent des QR codes en permanence, quoi. Donc, ce qu'on fait avec Bitcoin. Du coup, déjà, tu vois, une des barrières, entre guillemets, technologiques, nous, en France, on paye jamais avec des QR codes. Enfin, c'est extrêmement rare, quoi. Donc, il y a déjà cette barrière-là qui saute, tu vois. Ils se disent, quand tu leur présentes le truc, bah, pour eux, OK, je scanne un QR code et j'ai quelque chose. Mais quand tu leur dis, ça, tu peux le faire avec n'importe qui dans le monde, alors que eux, ils sont bloqués à leur zone du franc CFA. Et encore, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 2 zones de franc CFA en Afrique. Et si tu as 10 000 francs CFA dans une zone et que tu as 10 000 francs CFA dans l'autre et que c'est exactement la même valeur, ils ne peuvent pas communiquer leur billet. C'est pas utilisable dans un pays et dans l'autre. Enfin, il y a des limites qui sont complètement folles. Et donc là, on leur dit, bah voilà, cette monnaie-là, tu peux l'utiliser partout. Tu vas aller commercer avec un Chinois, ce que tu veux. Enfin, Oui, pour le coup, avec les Chinois, ils en ont besoin. Mais il y a un truc tu vois, qui est intéressant dans ce que tu dis sur le fait que la France est en retard. Moi, j'ai pas du tout la même vision de l'argent que pas mal de Français parce que bah, déjà, j'ai vécu pendant 4 ans au Maroc. Là, je suis en Espagne, sur la Costa del Sol. Donc, le rapport à l'argent et aux transactions entre amis, c'est pas du tout la même chose. Et puis, j'ai des histoires de liquide, voilà. Enfin, je suis pas avec un appartement Ikea, mon salaire qui tombe sur mon compte bancaire et puis tous mes paiements qui sont automatisés comme pas mal de gens à payer par carte. Avec moi, ça marche pas comme ça parce que j'ai une situation qui fait un peu digital nomade qui fait que l'autre fois, j'ai dû envoyer de l'argent via WeTransfer, pas WeTransfer, Western Union. oui. Et en fait, parce que j'avais une personne qui n'avait pas de wallet, etc., qui connaît rien, etc. Donc, il fallait que j'envoie du liquide. D'habitude, c'était une personne à qui j'envoyais de l'argent au Maroc. Donc, pour 100 euros, 200 euros, c'est environ 30 dirhams, donc 3 euros de frais pour que de l'Espagne, j'envoie de l'argent à quelqu'un au Maroc. Sauf que cette personne était exceptionnellement en France. Et là, il me demandait Western Union 17 euros. Et ça, ces 17 euros-là, c'est le poids d'un lobby financier, d'un système financier complètement bloqué, où on ne veut surtout pas que vous puissiez échanger sans qu'on ait l'information de pourquoi, sans savoir et tout. Et en fait, en France, à mon avis, si on est les derniers sur cette liste, c'est en grande partie parce qu'on nous bloque complètement toute possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, à part épargner, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire tranquillement dans ce pays, quoi. Ça m'agace un peu. Ah bah, t'as raison. Et puis, tous ces intermédiaires là qui prennent des frais en permanence, moi, je trouve ça fou qu'en 2022, si tu veux, échanger de la monnaie te coûte aussi cher, quoi. Enfin, c'est quand même fou ces frais de transaction, quoi. C'est pas comme s'il y avait un mec qui était derrière son ordinateur en train de transférer l'argent, tu vois. Enfin, je veux dire, tout est automatique, quoi. Donc ça n'a aucun sens. Ah, mais il faut un circuit complètement fou. Là, il y a aussi en Espagne Bizum qui est vraiment pas mal. Les commerçants, ils l'ont tous. Ils ont 4 chiffres. Tu envoies par SMS. Avec les 4 chiffres, bam, c'est arrivé. Voilà. Il faut juste. Alors, il y a un détail quand même, c'est qu'il faut l'installer une première fois avec ta banque, etc. Donc, il y a quand même une petite mise en place. Mais après, tu peux payer partout, dans toute l'Espagne,
par SMS, quoi. Enfin, et en France, on n'a même pas ça, quoi. En France, on est en train de créer des tabacs qui veulent une banque avec une carte spéciale. Quelle folie. Ouais. Quelle folie. Mais écoute, en tout cas, moi, j'aime beaucoup tes posts parce que je trouve que justement, souvent, ils font réfléchir et puis il y a une certaine honnêteté intellectuelle dans ta démarche, je trouve. Tu n'embellis pas tout ça, c'est-à-dire que tu ne mens pas sur les difficultés qu'on rencontre. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans tes contenus. Qu'est-ce qui t'inspire et qui te donne envie d'écrire ces posts-là? Est-ce que c'est parce que tu lis une news, tu as envie de réagir, ou est-ce que tu as, je sais pas, un programme, quelque chose, un message sur l'année à faire passer, et du coup, une suite, il y a une suite dans ta façon de parler, ou... Alors, l'honnêteté, oui, évidemment, je ne suis pas là pour vendre des paillettes. Je pense que chaque personne qui lit est suffisamment intelligente pour essayer de détecter s'il y a ou pas arnaque. Alors, le problème, c'est que dans le monde du Web 3, il y a tellement de barrières que je trouve que l'honnêteté est importante, de dire attention, ça peut être dangereux. Je ne demande pas aux gens d'investir, je ne demande pas aux gens d'aller jouer. En fait, je veux juste que les gens apprennent. Hein, donc, mon petit slogan, c'est apprendre, c'est comprendre. L'idée, c'est vraiment que les gens juste s'informent et se renseignent. Alors, pourquoi je me suis lancé là-dedans? En 2019, je découvre Bitcoin. Je lis le white paper. Je comprends qu'il y a une vraie proposition derrière, mais ce n'est pas ce qui me motive à écrire. À ce moment-là, je me dis, waouh, ok, super truc, vachement bien. Assez rapidement, je comprends que du coup, il y a une révolution, il y a une proposition monétaire, une alternative monétaire. Et du coup, là, il y a une question qui me vient assez naturellement. Je me dis, mais comment ça marche aujourd'hui, en fait? Comment ça fonctionne l'euro, le dollar? Comment tout ça fonctionne? Et là, du coup, je me mets à creuser, parce que alors j'y connaissais rien, hein, en économie, finance, produits dérivés, short, tout ce qui existe sur le monde économique aujourd'hui. Et en fait, vu que je viens du monde je viens même complètement du monde scientifique, hein, j'ai fait l'école d'ingénieur avant, j'étais professeur de physique-chimie, je compare ces deux modèles, et je me dis, mais il y en a un, c'est un château de cartes, quoi. C'est, tu pousses une carte sur le château, tout s'écroule, quoi. Et d'ailleurs, on le voit parfois, quoi. 2008 avec les subprimes, c'est ça. Hein, tu fais tomber un domino et s'il n'y avait pas eu les banques centrales, tout s'effondrait, quoi. Et là, du coup, c'est là que je prends vraiment conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'arriver, la proposition vraiment de Bitcoin. Et là encore, c'est pas ce qui me motive à écrire. Ce qui me motive à écrire, c'est lorsque je commence à du coup vouloir écouter, me renseigner sur ce qui se dit sur ces choses-là. Et là, je tombe sur plusieurs interviews, que ce soit sur le net ou à la télé, de personnes comme d'anciens banquiers centraux, par exemple, qui s'expriment du coup sur Bitcoin. Et alors là, après avoir fait quelques mois de recherche, je me rends compte que les mecs racontent n'importe quoi. Mais quand on dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est de la désinformation, mais pure et dure. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils peuvent pas faire ça, quoi. C'est hallucinant. Et là, du coup, voilà, c'est plus en mode, non, ok, les gars, vous voulez faire de la désinformation, etc. Ok, je vais m'y mettre, pas à faire de la désinformation, mais je me dis, il faut que j'explique aux gens, en fait, ce que c'est réellement. Ça a été vraiment une réaction un peu épidermique, quoi, en mode, mais non, les gars, quoi, vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé sur LinkedIn comme ça. Et puis, j'ai vu que ça plaisait aux gens, donc j'ai continué, quoi. Mais écoute, c'est beau comme histoire et on voit qu'il y a vraiment un cheminement intellectuel et puis une adoption. Et ensuite, ouais, c'est vrai que c'est frustrant quand on reçoit des... Moi, hier encore, comme je t'ai dit, des poncifs et tout, des trucs où je me dis, mais je copie-colle les liens vers les mêmes articles à chaque fois, je répète la même chose. Après, ce qui est cool, c'est qu'on apprend peut-être à être plus pédagogique, plus pédagogue, pardon, à être plus patient, à adapter son discours aussi, peut-être à ce que connaît la personne, d'où elle vient et à trouver
Mais c'est vraiment pas facile d'orange piler les gens. Hein. Orange piler, c'est les rendre bitcoiners. C'est vraiment pas facile. Je sais même pas si ça a vraiment fonctionné. Et ce qui est fou, c'est que ça dépend. Ça dépend. J'ai du mal à trouver socialement, enfin dans l'origine sociale ou dans l'origine géographique ou même dans le corps de métier de la personne, les points communs entre ceux qui vont écouter et ceux qui vont vraiment rejeter, tu vois. Parce que, par exemple, je vois mes parents, assez naturellement, ils ont compris le délire. Déjà, depuis un moment, ils regardaient. Et genre, ils me font pas confiance. Ils sont capables de restituer des arguments que je leur ai donnés ou qu'ils ont lus ailleurs en faveur. Donc, on n'est pas sur une idée de confiance. On est vraiment sur quelqu'un qui est convaincu, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Une autre personne du même milieu, avec la même expérience professionnelle, va me répondre encore les mêmes trucs, sortir les mêmes articles de blog, etc. Et j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si toi, tu as peut-être saisi ça. Alors non, ce serait prétentieux de dire tiens, je vais en range piler plutôt une personne plutôt qu'une autre parce que je vois qu'il y a tel ou tel critère. Non, j'en sais rien. Je crois qu'en fonction de la cible, déjà, enfin, beaucoup de vulgarisateurs te le disent. C'est du coup en fonction du profil de la personne, je vais pas orienter mon argumentaire de la même façon. Tu vois, en fonction de savoir si tu as des gens qui sont éduqués financièrement ou pas. Ce que j'essaye de faire à chaque fois, d'ailleurs, c'est pas forcément de parler de Bitcoin de but en blanc, mais c'est plutôt de parler de notre monnaie actuellement. En fait, moi, je m'amuse à ça tout le temps. D'abord, C'est-à-dire casser le mythe autour de la solidité de que l'euro et du je dollar. pose une question systématique. Je te la donne. Hein, c'est quand je vais voir les gens, je leur dis, mais au fait, vous savez, quand vous allez emprunter de l'argent pour acheter une maison, vous allez voir votre banque, vous lui demandez 100 000 euros, vous savez d'où viennent ces 100 000 euros? Voilà, je commence comme ça. Et dans 99% des cas, mais je plaisante pas, hein, dans 99% des cas, les personnes ne savent pas. C'est-à-dire, elles vont dire, oh, bah, c'est les dépôts des autres, ou machin. Et ça, enfin, c'est vraiment un truc que moi, j'ai découvert à 35 piges, quoi, tu vois, après avoir fait des études et des machins, etc. Je me suis dit, comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? Et voilà, c'est la première question que je pose. Pourquoi? Parce que du coup, ça casse quelque chose chez les gens, c'est-à-dire ils disent ah bah merde, ah bah je savais pas, toi. Et à partir de là, du coup, je commence à amener gentiment Bitcoin. Bah Je ouais, te- monnaie fiduciaire et les unités de compte sur les. C'est fou parce que bah, moi, pareil, hein, même si j'ai pas encore 35 ans, mais je veux dire, par rapport à mes études et à ce que j'ai lu, j'ai fait de la géopolitique, des trucs comme ça, de la finance, quand même. Le fait que je sois jamais tombée sur un. Alors, heureusement, moi, quand j'avais 20 ans, je suis tombée sur un documentaire qui est sur YouTube, qui expliquait ça. Mais je veux dire, même de mes 18 à 20 ans, vu mes études et vers quoi je me dirigeais, on aurait dû m'expliquer juste comment ça fonctionne, quoi. Et en fait, évidemment que limite, on se demande si c'est pas intentionnel de nous le cacher parce que c'est pas si Ouais. difficile à comprendre pour un étudiant de terminale. Clairement pas. Enfin, je veux dire, ça Non, devrait mais être au programme. il y a rien de Alors, compliqué. Et en plus, ça n'est pas caché. Enfin, c'est ça qui est d'autant plus fou, c'est que ça n'est pas caché, mais ça n'est pas enseigné. ouais, c'est C'est juste ça, parce qu'une fois qu'on le sait, après, on trouve toutes les infos assez facilement. Je vais faire monter Grégory qui a une question pour toi. Et puis ensuite, on a Flavie qui est arrivée et qui va nous parler aussi pédagogie, je pense. Donc, si jamais tu veux rester, Emmanuel, tu peux rester avec nous pour écoute, au voir ta plaisir. présentation et discuter. Alors, Grégory, ta question. Bonjour Emmanuel. On t'entend Rebonjour. pas très bien, Grégory. Je sais pas si tu peux monter un peu le son de ton micro ou si c'est compliqué. Ou Normalement, alors tu parles très fort. vous m'entendez mieux? Peut-être? Ouais, ça va. Ouais. Ok, désolé. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, je crois que c'est Henry Ford qui avait dit ça, mais je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, je suis sûr de la phrase. Il avait dit si les gens étaient au courant de comment le système bancaire fonctionnait, ça ne marcherait pas. Révolution. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, c'est bien qu'il y a quand même aussi un intérêt à ce que les gens ne connaissent pas trop, tu vois. Donc, et en fait, je voulais poser une question à Emmanuel. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de révolution monétaire et révolution technologique. Est-ce qu'en fait, c'est pas la même révolution qui se cache derrière, qui serait plutôt une révolution de la confiance,
Maintenant, on peut se dire, je peux faire confiance à un tiers parce qu'il y a de la blockchain derrière. Alors, d'abord, cette assertion est fausse. C'est pas parce qu'il y a de la blockchain qu'il y a de la confiance. Alors, les bitcoiners maxi te diront les blockchains, Ethereum, Cardano, tout ce que tu veux. Enfin bon, tout ça, ouais, elle est bien jolie ta confiance, mais et alors parfois c'est assez difficile de leur donner tort. Tu vois, sur la confiance. Alors, il y a l'histoire du proof of work, proof of stake. On voit ce qui est en train de se passer actuellement sur Ethereum. Tu vois, les contrôles là, des transactions, etc. Est-ce qu'à un moment donné, Ethereum va tellement se centraliser que finalement, il va y avoir suffisamment de contrôle pour bloquer? Donc ça pose question. Pourquoi je fais la distinction entre les deux? Je suis d'accord avec toi, hein, il y a vraiment cette histoire de confiance derrière. C'est-à-dire, en fait, on n'a plus besoin de se faire confiance les uns les autres. Finalement, c'est le programme qui s'en occupe. Maintenant, c'est de savoir, OK, mais ta blockchain, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la blockchain qui est derrière? À quel point c'est décentralisé? À quel point je peux me dire, OK, c'est bon, il n'y a aucun risque? Je te dirais que sur Bitcoin, j'y vais quasiment les yeux fermés, et je dis bien quasiment, parce qu'il y a toujours des risques aussi de centralisation avec les poules de minage, etc. Il ne faut pas les ignorer, hein, il y a quand même il y a des problématiques. Il y a plusieurs niveaux de Oui, décentralisation. la confiance sur les développeurs. Enfin, tu vois, la décentralisation, c'est pas une seule chose, c'est pas seulement le nombre de nœuds, c'est pas seulement les développeurs, c'est pas la décentralisation, tu la retrouves à différents moments. Mais je me dis, mais dans notre vie actuelle, tout est centralisé. Et c'est pas pour autant que rien ne fonctionne. Tu vois. Donc, moi, quand il y a des projets qui se montent sur les blockchains dites POS et sur lesquels il y a moins de décentralisation que sur Bitcoin, je rejette pas. Je dis, enfin, ça veut dire quand même qu'on passe d'un monde centralisé à un monde quand même un peu plus décentralisé. Donc, à la limite, ça ne me pose pas spécialement de problème. Mais si tu veux toucher à la monnaie, pour le coup, vu que c'est un espèce de combat permanent, tu vois, entre les États, moi, je me suis amusé à remonter l'histoire de la monnaie, et tu vois que c'est un contrôle de pouvoir d'État sur d'autres États en permanence. Et tu as des États qui se sont fait littéralement défoncer parce qu'il y a un nouveau peuple qui est arrivé, qui était en capacité de produire la monnaie que ce peuple-là était en train d'utiliser, et du coup, ont pris le pouvoir dessus et tout. Je t'invite à regarder ce qui s'est passé en Afrique, notamment avec la traite négrière, etc. Et c'est assez intéressant. Donc, la monnaie, c'est sans doute le pouvoir le plus puissant au monde. C'était Idrissa Berkane qui disait ça, hein, je le cite, même si en ce moment, je ne suis pas super fan de ce qu'il fait. Mais il disait qu'en gros, tu avais l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le quatrième qu'on apprend souvent à l'école, qui est le média, la presse, parce que quand tu maîtrises la presse, finalement, tu maîtrises déjà beaucoup de choses. Et en fait, on ne parle jamais du cinquième, mais le cinquième, c'est l'argent. Et si tu es en capacité de créer de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent, bah finalement, tu peux acheter les médias, du coup, tu contrôles l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, ce média, il est immensément grand, si tu veux, en termes de pouvoir. Et donc, pour lui, le besoin de confiance, il est maximal. Si tu devais choisir une chose sur laquelle tu dis non mais là il n'y a pas à négocier les gars, la priorité numéro une c'est que ce soit décentralisé, etc. Il faut vraiment que ce soit au taquet, c'est la monnaie. Et donc du coup le proof of work, etc. Enfin tout ce qui tourne autour, pour moi effectivement ça amène énormément de sécurité que j'ai besoin pour la monnaie. Mais par contre pour plein d'autres projets, j'attends pas d'avoir une sécurité aussi grande. Alors, ouais, moi, je parlais plutôt dans le sens de confiance, ou est-ce que, tu vois, on ne pourrait pas imaginer que pour une économie locale, par exemple, on puisse s'échanger des matières premières ou des produits locaux en pair à pair via de la blockchain, avec pourquoi pas soit des devises locales, comme il se fait déjà, hein, tu vois, au Pays Basque, ils ont le SCHKO, qui est une monnaie qui doit être échangée que entre commerçants locaux qui produisent des produits locaux et des produits bio, qui sont éco-responsables par rapport au Pays Basque. Mais ça reste une monnaie que tu peux échanger en euros et qu'elle n'est pas digitalisée, tu vois. Et donc, tu pourrais avoir ce genre de monnaie intégrée dans la blockchain où tu pourrais te dire, tiens, j'échange mon piment d'Espelette avec mon Eusko numérique, ou même tout simplement une monnaie qui est reliée
au piment d'Espelette et je sais en fait que je peux faire du transfert de piment d'Espelette dans le monde entier grâce à ça. Parce que c'est décentralisé, puisque les gens qui l'utilisent, c'est la communauté, en fait. Tu vois, c'est une monnaie pour la communauté. Bah, tu dis décentralisé, mais la question qu'on va te poser à chaque fois, c'est sur quelle blockchain tu travailles, quoi. C'est OK, tu crées ta crypto, mais sur quelle blockchain? Et du coup, comment tu t'assures qu'elle est correctement décentralisée? Comment tu t'assures que personne ne peut prendre la main? Tu sais, j'ai vu des projets avec des DAO, là. Les DAO, on en parle, on dit que ça peut être formidable, etc. Et oui, dans la théorie, ça a l'air d'être formidable. Sauf que quand tu regardes ce qui existe à date, ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas différent, mais une DAO aujourd'hui, bien souvent, avec 3-4 portefeuilles, tu as 50% des votes, quoi. Donc, et ça sur des très très gros projets. Oui, bah non, mais il y en a. Prenez votre regard sur les métaverses. Non, mais bien pire que ça. Dans la DeFi, tu as des mecs, ils ont 70%. Il y en a un qui a 70%. Donc, quand ils veulent changer le protocole. Il ne s'agit pas d'avoir de la gouvernance sur ce genre d'échange. C'est que si tu te mets d'accord sur des règles de base, sur on échange un produit avec une devise, et qu'à partir du moment où la communauté se met d'accord, potentiellement, c'est ça peut être une monnaie, appelons ça un token, mais qui est pour la communauté, par la communauté. Il n'y a pas forcément besoin de tout le temps légiférer ou faire des votes, parce que c'est juste un outil, en fait. Oui, d'accord, mais tu as une infra en dessous. Tu as forcément une infra. C'est ton token, tu peux le distribuer correctement si tu veux, mais tu as forcément une infra en dessous. Et c'est cette infra, quand on dit donner, le fait que la confiance, hop là, je la laisse, il faut l'infra en dessous. Et du coup, c'est pour ça la question. Il y a toutes les histoires de. Là, il y a Nicolas qui dit perso, j'interdirai la création de smart contracts par n'importe qui. Oula. Ça veut dire qui, n'importe qui? Ouais, c'est ça. Malheureusement, les gens les plus intéressés par les profits que la tech, et c'est pour ça, entre autres, que le côté confiance n'est pas là pour tout de suite. Bah, oui et non, mais c'est ça le permissionless, les gars. C'est que le monde, on ne va pas changer le monde sur ce point de vue-là. Hein. Il y a des connards, désolé pour le gros mot. Il y a des gens bien intentionnés. Il y a des gens qui changent d'avis aussi. Il y en a qui font des trucs pas bien pendant 5 ans, puis après des trucs bien pendant 10 ans. Enfin, c'est justement pour ça qu'on a Bitcoin. C'est que j'ai même pas confiance en ma propre mère. Donc, j'ai pas, j'exagère. Mais voilà, quoi. Donc, on vérifie tout. Et puis, tout est validé. Et puis, c'est tout, quoi. Comme ça, les soldes sont bien gardés. Comment on dit déjà, les moutons sont bien gardés. Et c'est quoi l'expression? Oh là là, alors là, me demande pas. J'allais faire une analogie là, de malade. Moi, je suis scientifique, hein, alors tout ce qui est littéraire, tout ça. Et les boutons sont bien gardés. Les sols sont bien gardés, ouais. Chacun sa clé privée et les. boutons sont bien gardés. C'est ça. Non, mais on va se casser la gueule. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, les DAO, ça ne veut pas dire que c'est pourri, mais ça va se monter. Il y a plein de trucs qui vont se casser la figure jusqu'à ce qu'on comprenne les bons trucs, tu vois, les trucs auxquels il faut faire attention. Et plus les gens vont apprendre, plus les gens vont éviter de se faire avoir. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Tout le monde va construire, évidemment. En 2 heures, tu crées un token. T'inquiète, il y en a plein qui se disent, mais dis donc, on peut se faire un max de pognon avec ce truc-là parce que on va berner je ne sais pas combien de personnes. #nexttape. Mais je pense que c'est ce qu'il dit. Et il voudrait que ce ne soit pas accepté. Mais tu as aussi des développeurs qui font des choses incroyables. Donc, on peut pas se limiter. Écoutez, les gars, j'ai 20 minutes de retard pour mon émission. C'était un grand plaisir. Je pense qu'en plus, c'est pas mal parce qu'en fait, tu as commencé avec 20 minutes de retard, on finit avec 20 minutes de retard. Donc, je pense qu'on a fait cette interview. Je suis vraiment heureuse de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour tous ces messages qui font chaud au cœur quand on doit se battre face à plein de gens qui racontent n'importe quoi. Donc, ça fait vraiment plaisir de nous donner des arguments assez régulièrement. Et puis, je te souhaite d'obtenir ta certification avec mention très bien. Je te la lirai la semaine prochaine. Et comme je t'ai dit, hein, envoie-moi le dossier. Hein, ça m'intéresse clairement. Merci Grégory d'avoir été là pour toutes les questions. Je vous remercie. Moi, je vais filer. Je passe un petit message, du coup, vu que je reviens d'Afrique, et j'invite tous les Français, tous ceux qui te regardent, etc., à découvrir qui est le personnage de Thomas Sankara, qui est absolument inconnu en France. Mon Dieu. Ce gars est inconnu et
regardez qui est ce monsieur. Moi, j'ai découvert, enfin, c'est absolument formidable. Et ouais, une révolution au Burkina Faso qui était incroyable. Ouais. Tu as découvert Cheikh Anta Diop au Sénégal ou pas? Ou tu connaissais déjà? Non, je l'ai pas. Oui, je la connais, mais je l'ai pas croisée là-bas. Elle n'était pas à la conférence. Mais oui. Thomas Sankara, je valide ce message et c'est un très beau message. Allez tous regarder. Il y a plein sur YouTube. Il y a plein de choses, vraiment énormément de choses sur lui. Et en effet, moi, ça fait partie de mon éducation et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à Bitcoin et à pas mal de choses. Donc, je trouve que c'est un très beau message. Merci beaucoup, Emmanuel.